Merci Sébastien. Bonjour à tout le monde, content de vous retrouver. On va commencer la présentation de Pelker et effectivement rappeler que l'histoire commence en octobre 2019 lors d'une rencontre au GRSI d'alors, au groupe de recherche en soins infirmiers au CHMO donc de Saint-Cyr, entre deux chercheurs infirmiers, Loïc et moi-même, et puis Sébastien Saïta, sociologue, qui avait notamment travaillé sur la participation des usagers en psychiatrie. On avait déjà une antériorité de travaux sur l'établissement. Rappelons pour le CHMO l'antériorité des travaux de l'Observatoire des situations de violence. Rappelons, pour ceux qui l'ont connu, le CRMC avec son programme Moindre Recours et le groupe de recherche régional. Rappelons avec l'ARS les audits croisés cliniques sur le moindre recours. Et donc, autour de plusieurs cafés, naît un désir commun de développer un projet de recherche sur le moindre recours à la coercition et dans la prolongation des travaux, de nos travaux. Fort notamment des conclusions de l'étape exploratoire de la recherche du CRMC sur les dimensions contenantes du soin. Juste une parenthèse, lors de cette recherche, il y a des investigateurs et investigatrices qui sont dans la salle. On avait fait une étape exploratoire pour essayer d'identifier en région les savoirs contenants des soignants en psychiatrie. Et on s'est rendu compte qu'il y avait des écarts très importants, là comme ailleurs, entre des équipes où il y avait 4-5 infirmiers avec des répertoires de ressources très restreints, et puis d'autres où ils étaient 2 voire 3, et des répertoires de ressources très larges. Et donc la conclusion de cette étape exploratoire était, pour aller chercher des savoirs et les compétences et les organisations, il faut aller les chercher là où elles sont. Donc, comprendre et valoriser les leviers du moindre recours à la coercition en psychiatrie, tel était effectivement le sens de cette première réflexion. Ici, la coercition est définie comme un continuum de mesures prises contre la volonté du patient et désignant notamment des pratiques de restriction des libertés individuelles, isolement, contention, hospitalisation sous contrainte. Ces mesures coercitives, dont particulièrement les isocontentions, font l'objet d'une préoccupation constante, Coralie Gondré l'a rappelé, à l'échelle européenne et internationale, et constitue à ce titre un enjeu majeur et un objectif affiché au niveau international et européen depuis plusieurs décennies. Rappelons au niveau international la résolution de l'ONU 91, recommandation au niveau européen formulée par le Conseil de l'Europe en 2004, puis par un de ses organes, le CPT, en 2006. La France rencontre une situation, ça a été vu dans les graphiques, encore préoccupante, avec des recours aux ISO parmi les plus élevés d'Europe. Ces mesures, estimées contraires aux droits fondamentaux, ne représenteraient de surcroît aucun bénéfice thérapeutique d'après la littérature scientifique. Par contre, elles entraînent des effets délétères considérables pour les patients, traumatismes psychologiques, physiques, décès si on suit les travaux de l'ANSM, je prends en 2019, ainsi que pour les équipes, blessures physiques, épuisement, dégradation de la qualité de vie, perte du sens du travail. La coercition participe également grandement à la vision stigmatisante des soins psychiatriques et conséquemment au retard de prise en charge et aux ruptures de parcours des usagers. Ce mouvement de questionnement s'appuie sur un processus d'affirmation des droits des personnes en psychiatrie, hospitalisées en psychiatrie ou suivies en psychiatrie. Ainsi, la réduction de l'isolement et de la contention est mise à l'agenda en France durant la décennie 2010, à la suite de QPC déposés auprès du Conseil constitutionnel. D'abord avec la loi du 5 juillet 2011, introduisant au bout de 12 jours l'intervention du GLD, puis avec la loi du 26 janvier 2016 de modernisation du système de santé qui définit l'isolement et la contention, ça a été rappelé comme une pratique de dernier recours, et oblige les établissements enfin à la tenue d'un registre et d'un rapport annuel de prévention. J'insiste sur ce rapport de la tenue du registre parce qu'avant on était dans l'incapacité d'avoir des analyses comparatives entre le plus et moins, on en fait moins que ceux qui en font plus.
C'est à peu près de ce niveau. Rappelons qu'en 2016, il était prévu la constitution d'un observatoire de ces situations au niveau national. Il n'a pas eu le jour. Heureusement que l'IRDES a pris le relais au niveau de ces travaux. Dans le même temps, pas dans le même temps, ensuite il y a eu la loi du 22 janvier 2002 introduisant effectivement le JLD au-delà d'une certaine durée des ISO-contentions. Dans le même temps, la formulation de recommandations du CJLBL, je pense notamment aux recommandations d'urgence, les travaux HAS 2016-2017, la feuille de route psychiatrie santé mentale renforce l'actualité du moindre recours aux mesures coercitives. Bien qu'à l'époque, quand on s'est rencontrés en 2020, nous n'avions pas les registres, la tenue des registres effectivement pour isoler, identifier les établissements engagés dans des pratiques de moindre recours. Lors de la construction, on n'avait pas CGL. Mais déjà, le CGLPL relevait, notamment sur la base de ses rapports de visite, je cite, une utilisation de l'isolement et de la contention d'une ampleur telle qu'elle semble être devenue indispensable aux professionnels. Mais ce recours cachait d'importantes disparités avec des établissements ou pôles ou services qui semblaient avec un usage problématique et d'autres qui parvenaient à faire autrement. Avec la tenue du registre, on a maintenant la possibilité, on l'a vu dans cette grande variable des graphiques, d'avoir des bases objectives pour des analyses comparatives. Pour contribuer à identifier les savoirs, les compétences et les organisations, nous avons alors l'idée de nous tourner vers des établissements les moins coercitifs. Ancrés historiquement dans cette approche, c'est-à-dire avec plusieurs décennies d'antériorité de pratique et de culture de soins à ce niveau. Ça, c'est important. Établissements qui, de manière paradoxale, à une exception, étaient peu visibles et investigués sur ces questions. Nos questions étaient du type, mais comment font-ils? Combien sont-ils? Quels effets sur les soignants? Quel effet sur les patients? Nous avons qualifié, dans un second temps, cette approche centrée sur les ressources avec le terme de salutogénèse qui définit l'étude de ce qui favorise la bonne santé et qui revient ici à étudier des établissements en relativement bonne santé du point de vue de qui nous intéresse, à savoir le moindre recours aux mesures de coercition. Cela a nécessité de se départir d'une tendance au soupçon quant à une économie de report et d'une forme d'incrédulité que l'on remarque encore fréquemment aujourd'hui quand il était question de ces établissements ou pôles. Ce qu'on entend, ils n'ont sûrement pas les mêmes patients, ils envoient leurs patients difficiles ailleurs, ils doivent les sédater davantage, ils doivent avoir beaucoup de fugues. Toutes ces questions qui sont effectivement des manifestations qui restaient à caractériser ou pas. À patientèle égale, à nombre d'infirmiers équivalents, il nous semblait en effet qu'existaient des variations importantes et qui restaient aussi à montrer et à objectiver avec notre étude. Donc on a au cours de l'année 2020 écrit et développé pas à pas ce projet, notamment par la constitution d'une équipe pluridisciplinaire avec des chercheurs infirmiers et des chercheurs en sciences sociales, ce qui était plutôt inhabituel. Et on a aussi constitué un comité de suivi susceptible de nous accompagner tout au long de la recherche et d'en faciliter le déroulement, avec au sein de ce comité des médecins, des représentants d'usagers, des représentants d'établissements, etc. Alors on a aussi profité d'un appel à projet de recherche de l'IRESP en 2020, avec un dépôt du projet en septembre 2020 très exactement, une réponse positive en mai 2021 et un démarrage en novembre 2021. On a été particulièrement heureux de cette nouvelle dans la mesure où c'était pas entièrement gagné, on va dire, du fait de l'absence notamment au niveau de la coordination de titulaires et de professeurs. On était en effet des jeunes chercheurs, des chercheurs infirmiers aussi, sans nécessairement des doctorats. Voilà, donc ça c'est un petit message qu'on adresse aussi. Cela reste possible de développer des projets de recherche et d'obtenir des financements sans ces statuts-là. Concernant le protocole, bon, on renvoie pour plus de détails
Pardon, c'était donc cette diapositive. On renvoie avec plus de détails donc, à l'article qu'on a rédigé en début de projet. Mais brièvement, nous avons construit donc, la recherche autour de 3 tâches. Une première tâche consistant à produire un état des lieux de la moindre coercition et de ses leviers, donc avec une revue narrative de la littérature, en partenariat avec Ascodopsy. Un état des lieux donc, du recours à l'isolement et à la contention, qui s'est déroulé dans le cadre de la collaboration avec l'IRDES et de l'étude Ricochet. Donc Coralie nous a présenté cette étude. Une analyse et synthèse des rapports de visite du CGLPL. Une étude ancillaire réalisée en partenariat avec l'école des mines, aussi consistant à produire une modélisation des facteurs de moindre recours à la coercition. Ensuite, une tâche 2 qui a constitué le cœur du projet, la tâche qui nous a le plus occupé, et qui a consisté donc à aller étudier des établissements historiquement moins coercitifs, c'est-à-dire des établissements ayant une antériorité de plusieurs décennies sur ces questions, avec l'idée de les investiguer de façon intensive, donc en immergeant, via des observations, des entretiens approfondis et le recueil de documents. À noter aussi la réalisation d'une étude ancillaire et exploratoire sur le recours aux médicaments, étude au cours de laquelle nous avons mis en rapport le recours aux médicaments, à la contention et à l'isolement dans l'un de ces établissements historiquement moins coercitifs, en le comparant donc à 2 établissements ayant plutôt dans la moyenne, on y reviendra. Enfin, une tâche 3 qui a consisté à étudier des établissements en transformation, afin d'étudier les leviers, donc voilà, non pas de pérennisation, mais de transformation. Donc on va maintenant vous présenter les résultats dans leurs grandes lignes. À noter que vous en trouverez une présentation plus détaillée dans le rapport de recherche que nous avons remis en juin dernier à l'IRES, rapport que vous pouvez télécharger en scannant le QR code qui s'affiche. On pourra aussi vous envoyer le PowerPoint à l'issue de la présentation si vous n'avez pas eu le temps. Des publications sont à venir. On a déjà publié 3 articles, donc 2 articles en santé mentale, un article qui présente les leviers cliniques que Loïc nous présentera en suivant, qui s'appelle l'attacher au lit, on essaie plutôt de l'attacher à nous. Un article écrit en collaboration avec des professionnels de l'un des établissements investigués, le centre hospitalier de Valvert, dans lequel nous tordons le cou à la croyance selon laquelle les établissements moins coercitifs auraient des patients moins difficiles. Et l'article dans lequel nous montrons notamment comment, même avec les patients les plus difficiles, et aussi les plus complexes à prendre en soin, on peut parvenir à soigner avec moins de coercition. Donc je présente rapidement, mais vraiment très très rapidement, la tâche 1. Vous trouverez une présentation plus détaillée de ces résultats dans le rapport, encore une fois. Et puis Coralie est revenue aussi en début de journée. Donc rapidement, le travail réalisé avec l'école des mines, travail qui a donné lieu à une publication qui est en cours d'évaluation et qui a donc visé à produire un modèle hiérarchique des facteurs qui interviennent dans le recours à la moindre coercition, afin notamment d'aider les hôpitaux à se situer et aussi à voir ce levier est-il activé chez moi, etc. Donc c'est un modèle orienté vers la décision, on l'a appelé. Voilà, donc il y aura une suite à ça, hein, on y reviendra. Concernant la revue narrative de la littérature, je vais très vite aussi, parce que ça rejoint des constats que Coralie a fait, mais ça a permis d'identifier des établissements ainsi que des régions, voire des pays entiers, où la contention n'est pas pratiquée, voire est interdite. Et donc 2 cantons en Suisse, une région italienne au-dessus de Trieste, Pays de Galles, Islande, la contention n'est pas pratiquée, donc voire interdite. On note aussi de très faibles taux de recours à la contention en Nouvelle-Zélande, en Angleterre et en Irlande, et faible taux aussi de l'isolement au Pays de Galles, aux États-Unis, et à noter aussi l'absence de recours de l'isolement au Danemark. Je ne m'attarde pas sur l'état des lieux de la coercition en France, Coralie l'a fait, mais malgré tout, on s'attarde sur un chiffre qui est ressorti, 18 établissements en 2022 déclarant ne pas recourir à la contention mécanique, ce qui représenterait environ l'équivalent d'une région en France, on ne pratiquerait pas la contention, ce qui représente environ 10 établissements, donc des établissements. On peut aussi mettre ce résultat en perspective avec l'analyse qu'on avait fait des rapports du CGLPL, plus précisément des synthèses, où avec toutes les réserves méthodologiques qui s'imposent, on avait repéré 18 établissements peu coercitifs. Alors, on va maintenant, à travers la présentation de la tâche 2, plonger dans 4 de ces établissements moins coercitifs, afin de mieux en comprendre le fonctionnement et de présenter les leviers de la moindre coercition. Comme l'a dit Jean-Paul, à l'époque, on n'avait pas de liste, pas de données nationales, mais on savait par des colloques, des formations, des articles, par les rapports du CGLPL, qu'il y avait des établissements peu coercitifs. Alors il a fallu définir, c'est quoi un établissement peu coercitif. Donc on a pris 3 critères avec l'idée que les établissements devaient remplir 2 au moins de ces 3 critères. Donc faible recours ou non recours à l'isolement, faible recours ou non recours à la contention, ouverture de l'ensemble des unités de l'établissement.
Donc 2 hôpitaux entiers et 2 secteurs ont été sélectionnés et contactés. Ils se sont portés volontaires et même très accueillants et intéressés. Alors du fait de la nature de l'étude, évidemment, on allait les voir pour leurs bonnes pratiques, mais aussi du fait d'une culture institutionnelle. Loïc en reparlera. Concernant la méthode, donc on a réalisé une étude ethnographique, donc 62 jours d'observation, principalement à l'unité d'hospitalisation, mais aussi dans d'autres services, 69 entretiens approfondis avec un échantillon diversifié et le recueil d'un ensemble de documents. Je présente brièvement ces hôpitaux. Centre hospitalier Bleuch-Durance, petit hôpital en zone rurale qui couvre l'intégralité d'un département et dispose de 2 unités d'hospitalisation. Le CH Val-Vert, donc de taille moyenne, 4 secteurs situés dans une grande ville française. 2 hôpitaux implantés dans, enfin 2 secteurs plutôt implantés dans des. Ah non, pardon. Ces 2 hôpitaux sont implantés dans de grands parcs et ont été respectivement construits en 1959 et 1975 sur le modèle de ce qu'on appelle l'hôpital village. Et ensuite 2 secteurs, donc le 75 G03 du GHU, le 59 G21 de l'EPSN Métropole, qui sont des secteurs donc, de taille moyenne situés au sein de complexes hospitaliers dans des grandes villes. Donc rapidement, l'offre de soins est relativement ordinaire dans les 3 premiers, s'organise autour des structures du secteur, avec aussi des structures intersectorielles, mais c'est quand même classiquement des structures du secteur. Et le G21 se démarque, on le voit, donc, avec une faible capacité d'hospitalisation, 10 lits, avec un développement conséquent de l'ambulatoire. De fait, il se réclame une psychiatrie citoyenne qui vise la déshospitalisation au profit du développement des structures intégrées dans la cité, tandis que les 2 autres, tout en ayant développé l'ambulatoire, évidemment, mais eux se réclament aussi d'une psychiatrie secteur et de la psychothérapie institutionnelle, qui sont des mouvements donc, qui, tout en favorisant le développement des soins dans la cité, restent attachés à la fonction thérapeutique de l'hôpital. Concernant le recours à la moindre coercition, donc très rapidement aussi, donc les 4 hôpitaux et secteurs donc, ont l'ensemble des unités ouvertes, et ce tout en accueillant des personnes en soi sans consentement, notamment des SPDRE, des détenus et des fichiers S. Il arrive que les portes soient fermées, mais cela reste exceptionnel et bref. Pour autant, le fait que les portes soient ouvertes ne signifie pas que tous les patients peuvent sortir, et certains ont la consigne de rester dans l'unité, la consigne pavillon. Concernant la contention, elle n'est pas pratiquée et ne l'aurait jamais été à Bleuch-Durance et à Val-Vert, ce dernier ayant même inscrit, je cite, l'opposition à toute pratique de contention dans son projet d'établissement, avec même l'absence de sangle dans les 2 cas. Dans les 2 secteurs, la contention est rare, respectivement 9 et 3 patients en 2022, donc environ 4% des patients hospitalisés sans leur consentement, contre 10 au national. Et les 3 patients contenus aussi au G21 n'ont pas fait l'objet d'une mesure d'isolement et l'ont été avec la présence continue d'un professionnel. Concernant l'isolement, Val-Vert se caractérise par un recours légèrement au-dessus de la moyenne nationale en orange. Voilà, en 2022 à l'époque de l'étude, ça a changé a priori, et notamment les durées sont beaucoup plus courtes parce qu'il y a eu un travail conséquent sur ce sujet. Bleuch-Durance et le 75 G03 ont un faible recours à cette mesure, tandis que le G21, je l'ai dit, n'y a jamais recours. Bleuch-Durance, le 75 G03 et le G21 n'ont pas de chambre d'isolement répondant au cahier des charges actuellement en vigueur, l'ICL, etc. Et l'isolement s'y pratique dans des chambres classiques ou sécurisables, aménagées pour l'occasion. Tout comme l'absence de sangle, l'absence de chambre d'isolement est justifiée par le fait, je cite là une cadre, quand on a les outils, on les utilise. Je cède maintenant la place à Loïc pour enfin en venir à ces fameux leviers repérés dans ces établissements. Alors brièvement, une nouvelle fois, on va parler du coup, ce qui va être le plus intéressant, c'est les résultats de la recherche, au final, les éléments qu'on a pu repérer, mais c'est les éléments sur lesquels on reviendra tout au long de ces tables rondes à venir, donc je vais les présenter en détail, on y reviendra plus en profondeur dans les tables rondes. Alors, on a repéré 3 leviers cliniques qui participent à un moindre recours à la coercition. Le premier, c'est une relation de soins particulière avec certaines qualités investies, certaines fonctions aussi investies dans la relation de soins, notamment la constitution d'une alliance thérapeutique précoce avec une relation de confiance, une qualité d'accueil, une disponibilité particulière des professionnels, une horizontalité de la relation soignant-patient aussi, en tout cas une relation qui tend vers ça. Le deuxième pilier, c'est la question de l'équipe, du collectif de soins. Donc une horizontalité aussi au niveau du collectif, peu importe le statut professionnel, mais à un moment cette idée de travailler ensemble, une ouverture à la dispute, au dialogue, la pluriprofessionnalité aussi, le travail ensemble, et que voilà, quand on travaille ensemble aussi dans les services, on peut être plus nombreux aussi, donc avoir une capacité de contenance peut-être plus importante.
Et le troisième levier, c'est le milieu de soins, l'environnement. Alors il y a la question de l'architecture, mais il y a aussi la question des portes ouvertes, la question des activités aussi. Il y a des établissements, il y a des lieux spécifiques pour les activités aussi, qui permettent d'avoir d'autres espaces de rencontre, d'autres espaces de déambulation. Et donc tout ça, ça va participer à la constitution d'une ambiance, un environnement propice aux soins et à la moindre coercition. Et ces trois piliers, ils sont adossés. Voilà, une base qui vient un petit peu cimenter tout ça, qui est une culture du soin particulière, avec une culture professionnelle, avec des valeurs qui sont défendues autour de la relation humaine, avant tout, mais aussi une contre-culture du risque et différents points comme ça qui viennent consolider les choses. On a repéré aussi différents leviers organisationnels et institutionnels, notamment au niveau du rôle de l'encadrement. Alors, on a vu beaucoup de binômes qui fonctionnaient vraiment bien dans ces établissements. C'est le binôme médecin responsable d'unité, encadrement, chef de pôle, cadre supérieur de santé, mais aussi direction générale et CME, qui sont vraiment des binômes qui viennent porter, promouvoir le moindre recours dans les établissements aussi. Alors, au niveau de l'encadrement, il y a toute la question aussi le recrutement, comment justement on recrute les professionnels, sur quelles valeurs, sur quelle conception du soin on les recrute, comment on vient valoriser et soutenir aussi les équipes dans cette dynamique-là. Au niveau des médecins, on retrouve aussi la même chose, c'est comment on promouvoit le moindre recours à la coercition dans les unités et comment on défend justement ces pratiques-là. Et la direction, on en parlait encore tout à l'heure avec notre direction, c'est aussi comment dans un établissement justement une direction peut se positionner aussi en termes de moindre recours aussi avec les limites aussi que ça comporte et les inconvénients aussi, en tout cas les difficultés avec les tutelles, etc. et avec les situations complexes qu'on rencontre. Et donc tout ça, on le retrouve, la culture institutionnelle la culture en tout cas qu'on pouvait repérer dans les différents piliers, relations de soins, équipe, collectif, environnement, c'est quelque chose aussi qu'on retrouve à une échelle de l'institution aussi. On retrouve cette notion d'accueil, on retrouve l'horizontalité des relations aussi. C'est des établissements où il y avait généralement une grande proximité des différentes équipes, support, direction, avec aussi les unités de soins ou autres. La contre-culture du risque, la culture de l'erreur aussi, comment ça rejoint un peu l'idée de la salute jeunesse que Jean-Paul a présenté tout à l'heure. Donc voilà, ces éléments-là qui participent à la moindre coercition au niveau des organisations et de l'institution. Et donc il y a des choses qui vont favoriser cette culture. Quelques notions qui ont été abordées lors de nos investigations, notamment quelque chose qui a été assez important, en tout cas moi qui m'a beaucoup marqué, c'est la notion d'amitié professionnelle, justement qui vient caractériser cette horizontalité professionnelle au niveau institutionnel. Voilà, on est collègues, mais quand on travaille en psychiatrie, peut-être qu'il faut être un petit peu au-delà de ça aussi pour pouvoir travailler ensemble, sans forcément être des grands amis bien sûr, mais il y a peut-être ce mélange justement qui participe justement à ce travail de collectif. Les espaces de rencontre aussi, des lieux qui sont dans l'institution, qui permettent aux soignants, aux patients, aux différentes équipes de se retrouver, de parler du travail, et dans certains établissements aussi justement des valeurs qu'on défend, qu'on vient inscrire, notamment dans les projets d'établissement, à l'image du coup alors, vous ne voyez pas forcément, mais il y a un projet d'établissement où il est clairement stipulé que l'établissement s'oppose totalement à toute pratique de contention physique. Et donc ça c'est inscrit dans le projet d'établissement et donc on sait que dans cet établissement-là, il n'y a pas de contention physique et il n'y en aura pas de fait de cette inscription-là. Et donc ça c'est des pistes qu'on a aussi pour les projets à venir. Donc je vous ai parlé de l'étude sur le médicament, j'en dis deux mots, je renvoie à la publication pour plus de détails. Mais ça nous a permis d'objectiver un constat qu'on avait par ailleurs effectué lors de nos entretiens sur l'ensemble des sites, à savoir que ces établissements ne donnent pas à avoir un usage plus important de neuroleptiques. Donc on y a même observé un recours plutôt modéré avec des
évaluation régulière, on nous parlait de nettoyage des ordonnances, et aussi avec l'application de bonnes pratiques comme l'utilisation de la clozapine au centre hospitalier Buech-Durance. Et comment on l'a objectivé donc à travers cette étude pilote, Buech-Durance, qui en plus de ne pas pratiquer la contention et de moins recourir à l'isolement, présente des pourcentages de patients avec des hautes doses inférieures aux données de la littérature, ainsi que ce qu'on appelle une dose moyenne cumulée de neuroleptiques, moins importante que celle retrouvée sur les deux autres hôpitaux qui avaient par ailleurs, eux, un recours plus élevé à la contention et à l'isolement. Donc bien que ces résultats nécessitent d'être confirmés par une étude de plus grande ampleur, c'était une étude pilote sur une semaine, mais ça conduit à faire l'hypothèse que les établissements qui ne pratiquent que peu l'isolement et la contention ont également un usage modéré du médicament, ce qui nous conduit aussi à une notion qu'on présentera en conclusion, qui est une économie des moindres contraintes. Alors, on a interrogé aussi le vécu des professionnels et celui des personnes concernées, des patients de ces établissements, pour essayer de comprendre l'impact que pouvait avoir le moindre recours sur leur parcours de soins et aussi sur leur parcours professionnel. Ça fera l'objet aussi des échanges lors de la dernière table ronde de la journée que j'animerai tout à l'heure. Donc au niveau des professionnels, ce qu'on a pu voir et ce que j'ai vraiment constaté lors des observations, c'est que c'était extrêmement exigeant. Vous imaginez bien qu'avoir ce choix de pratique, de moindre recours, donc finalement les patients qui peuvent être très décompensés restent au contact des équipes puisqu'ils ne sont pas en chambre d'isolement et que la phobie est quand même présente au quotidien. C'est extrêmement exigeant avec des organisations où les professionnels sont aussi toujours en contact avec les patients. Mais c'est également très satisfaisant, c'est ce qui nous a été rapporté pour les professionnels, avec l'idée que c'est beaucoup plus intéressant que, c'est ce que certains nous ont rapporté, que c'était plus intéressant que ce qu'ils avaient pu connaître avant dans d'autres établissements. On voit avec cette approche une forme de cercle vertueux, où cette satisfaction des professionnels, elle amène aussi une implication qui est plus grande, une implication, un intérêt pour leur pratique. L'idée aussi qu'il y a moins de temps pour la contrainte, qu'on ne passe pas son temps à ouvrir et fermer des portes ou à surveiller des patients qui sont enfermés ou à distribuer des cigarettes, ça laisse aussi plus de temps pour être dans la relation, donc plus de disponibilité pour la relation. Plus de satisfaction aussi, c'est des établissements qui sont plus attractifs, où il y a moins de problèmes de recrutement. Donc on voit vraiment comment finalement ces établissements, ils sont dans cette forme de cercle vertueux, où la satisfaction amène plus de disponibilité, où il y a moins de problèmes de recrutement aussi. On est allé interroger de la même façon 9 patients qui nous ont rapporté des expériences positives, notamment sur le fait d'avoir la possibilité de circuler de façon beaucoup plus libre dans ces établissements, une ambiance générale qui était plus agréable, plus apaisante aussi. La souplesse des règles, ça c'est quelque chose qui nous a été beaucoup rapporté par les patients, cette importance d'avoir des règles qui sont vraiment adaptées à chaque situation, la disponibilité des soignants, et puis le rôle finalement de tous les autres professionnels de l'équipe, c'est-à-dire de l'encadrement, des psychomotriciens, des secrétaires, etc. Pour finir ma partie, je voulais vous parler aussi de la tâche 3. Donc cette troisième tâche qui concerne les établissements en cours de transformation, une tâche qui a été compliquée quand même pour nous. Il y a un des établissements prévus qui n'a pas pu être investigué. Donc on a pu aller au CHU de Saint-Étienne, au CH de Sainte-Marie, une quinzaine d'entretiens qui ont pu être conduits. Ça a confirmé en fait vraiment le rôle des médecins, le rôle des directions pour impulser cette approche du moindre recours, mais aussi des vraies difficultés pour maintenir cette dynamique. Si la culture elle n'est pas forcément ancrée dans l'établissement, on a vu aussi
que peut-être que c'est dans ces établissements qu'il y a aussi plus besoin d'outils pour soutenir ces évolutions. Il y a aussi toute cette question de la désinstitutionnalisation qu'on a travaillé à travers un article avec Sébastien, et puis ces questionnements autour de la question de la trans-institutionnalisation. Finalement, est-ce que quand on ferme des lits, c'est une question qu'on s'est posée sur notre expérience stéphanoise, est-ce que finalement ça crée du report sur d'autres institutions? On voit qu'il y a aussi des méthodes, il y a des approches qui vont permettre de limiter ce phénomène de trans-institutionnalisation qu'on a pu réfléchir ensemble. Donc nous concluons, et avant de laisser la place aux questions, aux échanges, donc le moindre recours à la coercition, c'est la conclusion de l'étude. Alors certes c'est minoritaire, mais c'est pas pour autant anecdotique. Faire de moindre recours et notamment pas de contention, c'est bel et bien possible, c'est la conclusion de l'étude et puis au niveau national également. On est arrivé aussi à la notion d'économie de la moindre contrainte. C'est Delphine Moreau qui avait parlé d'économie des contraintes et nous on l'a renversé. En fait, il y a deux modalités un peu d'articulation des différents types de contraintes. Soit on estime qu'il y a un niveau constant et que si on fait baisser en fait, ou si on augmente une contrainte, ça va avoir des effets sur les autres. C'est une modalité qu'on appelle homéostatique, et il y a une autre modalité, c'est thermodynamique. Et cette modalité-là, c'est une modalité selon laquelle certains choix institutionnels augmentent ou diminuent la tension dans les services, conduisant symétriquement à augmenter ou diminuer la somme des contraintes. Donc voilà, c'est plutôt tout l'ensemble qui bouge, plutôt que d'avoir comme dans un dessin animé, on appuie à un endroit, ça ressort par un autre, pas du tout. Là, en fait, voilà, on voit qu'il y a un effet vertueux on l'a vu avec Durand, par exemple, moins de médicaments, moins de contention, moins d'isolement. Les leviers cliniques identifiés, ce sont finalement peut-être les fondamentaux du soin en psychiatrie, c'est la question qu'on a posée. Une partie aussi des facteurs identifiés dans la littérature, par exemple les directives anticipées, ou alors des plans personnalisés, de soins personnalisés, etc. Nous, on ne les a pas retrouvés, ce qui ne veut pas dire qu'ils n'ont pas leur importance, notamment dans des perspectives de transformation, mais nous, c'est vrai que les leviers étaient essentiellement informels. Ça nous amène à une discussion sur le rôle des dispositifs. Est-ce que pour ne pas faire de contention, pas d'isolement, tout simplement, il ne faut pas juste pas avoir de sang, pas avoir de champ d'isolement. Une contribution et une réflexion sur l'articulation des leviers, ça c'est la contribution de l'étude aussi. C'est vrai que généralement les études sur le sujet montrent l'ensemble des leviers, elles ne montrent pas comment ils s'articulent entre eux. Nous on a vu qu'il y avait des leviers directs, cliniques, et indirects, organisationnels et institutionnels, qui venaient quelque part soutenir ces leviers directs. Et enfin, je pense le rôle très important de la culture, ça a été quand même un résultat important, une découverte. Vision du patient et du soin, donc culture du soin on l'a dit, mais plus généralement du travail, des rapports à l'autre. Et c'est donc une culture qui repose sur des valeurs et régit l'ensemble des rapports sociaux au sein de l'organisation. Voilà, on vous remercie, on laisse la place donc à quelques questions. On a pris un peu de retard, donc on va être bref sur les questions et surtout sur la pause. Et puis juste une petite pensée pour Frédéric Gougeot, qui a été co-coordonnateur aussi de l'étude, qui ne peut pas être là aujourd'hui, voilà, qui avait un empêchement, mais qui a aussi été une chose importante de l'étude. Voilà, on vous remercie. Je représente ici l'UNACRAM, j'imagine et j'espère que tout le monde connaît. J'ai une question qu'on n'avait pas abordée, mais peut-être que ce n'était pas l'objet de l'étude, sur plus en amont la formation des psychiatres, des infirmiers psy, etc. Est-ce que dans ces formations, aujourd'hui, quelles sont-elles, enfin, quel est le message qui est délivré sur ces sujets, et puis en suivant, voilà, est-ce qu'il y a aussi des formations en interne, continues, de tout le personnel sur ces sujets? Merci. C'est vrai qu'on n'a pas abordé la question de la formation.
Parce que de fait, je vais laisser Jean-Paul peut-être répondre, ça te va. Mais en fait, c'est vrai qu'elle ne s'est pas apparue comme un facteur surdéterminant, la question en tout cas de la formation au sens une formation spécifique, etc. Dans la mesure où dans certains établissements, on a trouvé des professionnels qui n'avaient pas eu cette formation et qui malgré tout appliquaient l'ensemble de ces savoirs. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas de transmission, qu'il n'y a pas apprentissage, qu'il n'y a pas socialisation de professionnels, etc. Et ça, je te passe la parole, Jean-Paul, pour expliquer un peu ce qu'on a vu sur certains établissements, notamment Buech Durance. Oui. On a vu des configurations d'équipes qui sont quand même aujourd'hui assez rares, c'est-à-dire des équipes avec une forte dimension intergénérationnelle, voire les 3 générations, encore en unité d'hospitalisation, les anciens, ceux qui ont 20 ans, et puis effectivement les professionnels nouvellement arrivés, ce qui suppose effectivement un compagnonnage important et des transmissions de savoir. Alors après, sur ces questions, on est dans des cultures du soin, c'est-à-dire que souvent, quand on posait la question, même si on posait les questions, des collègues ont un peu de mal à dire exactement comment ils font le moindre recours. Donc les observations nous renseignent à ce niveau. On voit qu'effectivement, cette culture se transmet, il y a un regard sur le patient, il y a une plasticité dans le regard sur le patient qui fait qu'on va regarder du côté de la ressource, on va retrouver des invariants, on va retrouver effectivement un développement d'une qualité de présence. Mais en termes de formation spécifique, on n'a pas retrouvé effectivement ces éléments. On retrouve des adossements, on retrouve des histoires, des filiations et on retrouve des valeurs. Je dis juste un mot sur ce qui existe actuellement. Je pense que c'est un point important. On ne peut pas dire qu'aujourd'hui on retrouve dans les instituts de formation infirmiers ou je pense non plus dans la formation médicale des choses particulières sur le moindre recours. Et avec ce qu'on s'est dit sur la question de la culture, on voit bien que la difficulté, ça va être pour les établissements en cours de transformation aussi. Tous les professionnels sont plutôt dans une culture coercitive. Effectivement, pour les nouveaux, ça va être compliqué de faire autre chose. Donc je pense que la question de la formation, elle est extrêmement importante, notamment pour les établissements en cours de transformation. Oui, je voulais juste, je suis psychologue clinicienne au CH Valbert et j'ai participé à plusieurs séances de formation des équipes et c'est aussi pour dire que je trouve que les jeunes collègues sont très en demande en fait d'avoir un surplus de formation en termes de comment rapprocher cette culture de soins que vous mettez en avant. Donc c'est vrai que ça me paraît vital de dire que c'est un pas en fait, c'est-à-dire il y a du compagnonnage, mais pour que tout ça, il faut que tout ça puisse être attaché à une théorie de soins, voilà. Et je trouve que là, de manière assez, je suis plutôt surprise dans le bon sens du terme, je trouve que les jeunes collègues, les jeunes médecins, les gens internes, les gens infirmiers sont très très en demande d'outils concrets en fait et spécifiques. Voilà. Et je pense que la culture de soins ne peut tenir que si on l'adosse à une théorie en fait pour la penser et ça nécessite une formation permanente. Bonjour, Frédéric L'Enfant, cadre supérieur de santé au centre hospitalier Buech Durance. Vous avez fait une recherche extrêmement centrée sur les pavillons d'hospitalisation temps plein. L'hospitalisation se situe dans un environnement plus complexe. Le temps d'hospitalisation est un moment particulier dans la vie du patient. Il existe beaucoup d'autres structures, évidemment, dans la politique de secteur. Et est-ce que vous avez relevé aussi des communs en termes de dispositifs sectoriels dans ces hôpitaux qui pratiquent la moindre coercition? Oui, alors on est passé très vite et c'est vrai que ça sera peut-être abordé à nouveau dans les tables rondes, mais tout ce qui était la bulle du milieu, là, le collectif de soins, en fait on est passé très vite, mais il y a un côté aussi effectivement maillage, comment on définit ce collectif de soins, et c'est vrai qu'on a vu dans ces établissements de façon générale de bons liens avec l'ambulatoire, c'était assez fluide effectivement, et ça permettait d'hospitaliser dans de meilleures conditions déjà, mais aussi de prévenir les crises, de ne pas hospitaliser. Donc des choses qu'on peut voir ailleurs aussi, mais là c'était très marqué. Et c'est vrai que par exemple quand des personnes, des soignants de l'ambulatoire
ambulatoires venaient dans les unités, ils étaient finalement aussi très à l'aise, on voyait ça se matérialiser comme ça aussi, voilà, avec une facilité de communication. Donc oui, on a repéré clairement voilà, quelque chose de très fluide entre l'ambulatoire et comme on l'a dit, le GV21 qui se démarque aussi de ce point de vue-là, avec un développement de l'ambulatoire très conséquent, lié effectivement à une politique et une théorie du soin spécifique. Bonjour, Anne Vallée, je suis cadre supérieur de santé à Mazurel. Et j'avais une question, vous parlez beaucoup donc, des leviers institutionnels, notamment du rôle des médecins. Est-ce que vous avez des exemples d'établissements qui sont en cours de transformation, dans lesquels il y a des pénuries médicales importantes, voire beaucoup de turnover, voire de l'intérim médical, et comment ils ont fait pour pallier ça? Sur les établissements en cours de transformation, et c'est aussi ce qu'on a pu voir dans les établissements, il y a un collectif, mais il y a souvent quand même une question de leadership et d'une figure qui va apporter l'idée du moindre recours. Ce qui est bien sûr que si on est sur des établissements avec un turnover important, ça va être plus difficile. Mais alors, vu qu'on a eu plus de difficultés à faire l'étude sur les établissements en cours de transformation, là je parle plus aussi de ce que je vois au quotidien en allant dans divers établissements, l'importance d'une figure un peu de quelqu'un, et deux personnes, je dirais pas une personne, mais en tout cas quelqu'un de la communauté médicale, de la filière soignante, de la direction, etc., qui portent et qui investissent vraiment ces questions. C'est aussi ce qu'on voit dans le modèle Sex Core Strategies. Et ensuite, l'idée c'est que les personnes, et ça on l'a vu, les personnes qui arrivent, même si elles arrivent même si elles sont présentes de façon transitoire, s'il y a réellement une culture qui est en train de s'installer, elles vont pouvoir adhérer aussi à cette dynamique. Après oui, juste, on est passé très brièvement, mais la place du collège médical était très importante. Donc il faut des personnes, effectivement, mais là où on a la garantie que ça va durer, que ça va être solide, c'est quand effectivement c'est une communauté entière qui est mobilisée sur ces questions-là, et notamment dans les 2 hôpitaux entiers, on avait des collèges médicaux, et des instances qui ne sont pas partout, et on a vu le rôle qu'elles pouvaient jouer, notamment elles avaient joué un rôle dans l'inscription de l'interdiction de la contention, sur la question de l'isolement aussi. Donc voilà, je pensais peut-être une des conclusions de l'étude, c'est qu'il faut des personnes pour porter ça, et que là où il y a des chances que ça marche encore mieux, c'est quand il y a une communauté, plusieurs personnes et des valeurs partagées. Et qu'il n'y a pas quelqu'un qui se bat tout seul contre l'ensemble d'un établissement, parce que ça c'est vraiment ça a fait limite, on le voit. Oui, pour reprendre l'idée, même s'il y a des figures tutélaires, c'est pas essentiellement des questions de personnes, c'est pas personnes dépendantes, c'est vraiment l'idée des collèges et ici le collège médical, mais qui permettent d'affirmer des lignes de pensée à la fois médicales, mais aussi des lignes de pensée institutionnelles. Donc c'est la force du collège composé d'individus, mais qui permet aussi d'absorber les changements, d'accueillir aussi les personnes dans un collectif, et qui est aussi un moyen de faire appartenance. Mon idée, c'était quand même aussi d'amener l'espoir. On a vu que, j'entends beaucoup ces établissements qui sont historiquement, qui font historiquement du moindre recours. Je voudrais pas que ça donne l'impression que c'est pas possible pour les établissements qui sont pas encore et qui sont dans cette volonté de changer, que c'est des choses qui sont inatteignables. On a vu des choses communes, c'est sûr, dans ces établissements qui ont réussi à durer. Il y a des défis pour les établissements qui sont en cours de changement. On sait la difficulté de fidélité des professionnels, qu'ils soient médecins, qu'ils soient infirmiers ou autres. Ce qui est intéressant aussi de ce qu'on a vu, c'est qu'il y a plein de façons différentes finalement d'arriver à faire du moindre recours, et que c'est peut-être à chaque établissement d'inventer aussi ses solutions et ses moyens en fonction de son contexte. Du coup, on vous propose de prolonger l'échange autour d'une courte pause, peut-être un petit peu rabotée. On reprend à 10 grands.
Si on pouvait tous être installés à 11h10, ça serait super. Voilà, merci beaucoup.